Octobre 1941. Les doigts d'un simple soldat se crispent sur la poignée en ébonite de l'exploseur. Un fil de cuivre court jusqu'à la charge placée sous le châssis du char lourd expérimental Klim Voroshilov 1. L'avant-garde allemande sera là dans moins d'une heure. L'air vibre déjà du vrombissement croissant de centaines de moteurs à essence. Ce colosse d'acier est condamné à n'être plus qu'un tas de ferraille calcinée. L'ordre est formel. Détruire le matériel immobilisé. Abandonner la position. Le lieutenant Kravtsov frappe la main du sapeur. L'exploseur tombe dans la boue automnale. « Rompez !» croasse le commandant. Le soldat cligne des yeux, les paupières rougies. Il ne comprend pas. « Camarade lieutenant, c'est le tribunal militaire qui nous attend. L'ennemi est à 5 kilomètres. On n'aura jamais le temps de décrocher à pied. J'ai dit rompez! Apporte les outils! » L'école soviétique de construction de chars forgeait des monstres pour la Grande Guerre. 45 tonnes d'acier moulé. L'épaisseur du blindage frontal atteignait 75 mm. Un monolithe impénétrable, conçu pour enfoncer les lignes de défense. Mais sans une transmission opérationnelle, ce géant n'était plus qu'une cible inerte, une carcasse de métal morte. Le moteur avait calé définitivement 2 heures plus tôt. La boîte de vitesse avait volé en éclats sous les contraintes extrêmes d'une marche forcée ininterrompue. L'équipage est à bout. Les visages sont noirs de suie incrustée et d'huile de machine. Les hommes n'ont pas dormi depuis 3 jours. Leurs yeux sont injectés de sang par la tension constante et les gaz de poudre des combats précédents. Kravtsov observe le bas-côté de la route défoncé. Là, dans un fossé profond, rouille la carcasse d'un tracteur d'artillerie Voroshilovets. Le châssis a été déchiqueté par l'impact direct d'une bombe d'aviation. La cabine est écrasée. L'essieu arrière a été tordu vers l'extérieur par la force terrifiante de l'explosion. Mais le treuil lourd et des éléments de la transmission massive ont miraculeusement survécu. Dans l'esprit du commandant, une solution d'ingénierie se dessine pour cette tâche impossible. Un plan pour sauver la machine. Greffer les organes étrangers du tracteur brisé sur les mécanismes du char lourd. Enfreindre l'ordre direct du commandement du front. Parier sa vie et sa liberté pour une chance infime de conserver le canon et le blindage épais. Le tribunal militaire, pour non-exécution de l'ordre de destruction de matériel secret, fusillait sur le champ devant les troupes. Kravtsov le sait parfaitement. Gromov, le pilote mécanicien, le sait aussi, alors qu'il s'extrait péniblement de la trappe de la tourelle pour monter sur le blindage. « Mécanicien, inspecte la transmission du tracteur », lance Kravtsov d'une voix plane, dénuée d'émotion. Gromov saute du blindage en silence. Ses bottes lourdes s'enfoncent dans l'argile froide et détrempée. Il s'approche du tracteur fracassé et arrache avec force une plaque d'acier tordue du capot. À l'intérieur de la cabine, l'odeur d'isolant brûlé et de sang caillé est insupportable. L'arbre de transmission est intact. Les pignons de la transmission principale sont bons, crie sourdement Gromov depuis le tas de ferraille. Mais les flasques sont totalement différents. Les fixations ne correspondront pas même d'1 millimètre. Découpe, on ajustera sur place, à vif. On a exactement 40 minutes avant l'arrivée des unités de pointe. Le sapeur ramasse nerveusement les fils des explosifs en reculant. « Camarade lieutenant, les Allemands vont nous écraser dans cette boîte de fer. C'est la mort certaine. Et c'est une trahison envers la patrie. » Kravtsov fait un pas brusque en avant. Il saisit le soldat tremblant par le col de sa vareuse. La trahison, c'est d'abandonner lâchement 45 tonnes d'acier. Aux outils, le temps presse. C'est un risque totalement assumé. Une ligne de conscience rigide que le commandant trace dans son esprit.
Il choisit le combat plutôt que la retraite. L'ordre exigeait de réduire le char en poussière. Kravtsov décide d'en faire un piège mortel pour l'ennemi. Le vrombissement des patrouilles de pointe allemandes devient plus distinct à chaque minute. La vibration de la terre gelée se transmet à travers les semelles épaisses. Chaque seconde martèle les nerfs à vif de l'équipage. Il n'y a plus de temps pour la réflexion. Il n'existe que l'objectif et l'outil pour l'atteindre. L'équipage commence immédiatement à désosser le tracteur. Une lourde masse s'abat violemment sur les vieux boulons grippés. Des gerbes d'étincelles volent dans l'air glacial du matin. Gromov fait sauter les fixations d'acier avec rage. Ses articulations sont vite à vif, en sang. Le sang se mélange à la graisse noire. Le métal froid résiste. Un autre coup de masse dévastateur rebondit à vide sur le châssis épais. Le manche en bois brûle les paumes calleuses. « Donne-moi la barre à mine !» grogne le mécanicien entre ses dents. Le pourvoyeur enfonce avec force la barre d'acier sous un pignon massif. Ils pèsent de tout leur poids. Les muscles du dos craquent sous la tension. Dans un fracas métallique assourdissant, l'ensemble finit par s'arracher de ses fixations d'usine. La pièce, pesant 1 tonne, s'effondre dans une flaque de boue, projetant les éclaboussures glacées au visage des hommes. Pas le temps de s'essuyer. Les manuels techniques ne prévoyaient absolument pas de réparation de cette complexité en dehors des ateliers d'usine. Assembler des agrégats totalement incompatibles sur le terrain, sans équipement de levage, relevait de la folie pure. Le poids total de la transmission principale extraite dépasse les 300 kilos. 4 hommes épuisés traînent ce morceau de fer géant sur des lambeaux de sangle en toile. Les bottes glissent constamment dans la mélasse gluante de la Rasputitsa automnale. Les sangles rugueuses entaillent les épaules jusqu'au sang. La respiration n'est plus qu'un sifflement sonore. Les cœurs battent par coups irréguliers et douloureux. « Tire, encore un pas, tiens bon !» Ils hissent avec un mal fou l'ensemble sur l'arrière incliné du char. L'acier du blindage est glacial et glissant. Les mains engourdies dérapent sans cesse. Un faux mouvement, une erreur, et ces 300 kilos broieraient leurs os. Kravtsov guide le bloc d'acier avec une précision rigide. Gromov plonge la tête la première dans la trappe ouverte du compartiment de transmission. À l'intérieur, l'exiguïté est absolue. Ça sent le métal surchauffé, le brûlé et le gasoil déversé. L'ajustement brutal commence. Gromov travaille allongé sur le dos dans une flaque visqueuse d'huile froide. Il engage les goujons de fixation à l'aveugle, au toucher. Il foire les filetages, jure grassement entre ses dents serrées. Le commandant lui passe les lourdes clés à molette par le haut. L'outil malcommode glisse soudainement des pans des écrous. Le métal tranchant déchire profondément la peau des mains gelées du mécanicien. Une douleur aiguë pulse dans ses tempes, mais le travail acharné ne s'arrête pas une seule seconde. À l'horizon, le premier nuage gris de poussière apparaît. Le moteur du char reste muet. Le blindage épais transmet le vrombissement régulier et croissant de dizaines de moteurs allemands. Gromov chasse une goupille d'acier inadaptée avec un marteau lourd. Le recul violent frappe son épaule endolorie. Le mécanisme étranger du tracteur résiste désespérément au châssis du char. On ne peut l'insérer dans son logement étroit que par la force brute. Le pourvoyeur descend, pose ses bottes sur le bord de la pièce lourde, l'enfonçant de tout son poids. Le métal s'ajuste d'1 millimètre de plus dans un grincement strident. « Garde ça comme ça !»
crie Gromov, en passant une bride artisanale sur les boulons. Il serre l'écrou de toutes ses forces avec une clé de travers. Les veines de son cou sale gonflent. La clé glisse à nouveau avec un claquement sec et frappe le mécanicien en pleine pommette. Un sang sombre inonde son œil. Gromov n'y prête aucune attention. Il cherche fébrilement l'écrou suivant du bout des doigts. À l'extérieur, le lieutenant Kravtsov observe attentivement aux jumelles. Derrière la lisière de la forêt, surgissent les premières silhouettes de sidecars allemands. Derrière eux, rampent lentement les formes anguleuses des transports de troupes blindées. L'ennemi a franchi la ligne invisible. La distance se réduit rapidement à 2000 mètres. Toutes les voies de repli sont coupées. Le commandant rabat violemment la lourde trappe du tourello. Le fracas de l'acier coupe le monde extérieur. Le silence sourd à l'intérieur du monstre pèse sur les tympans, seulement interrompu par la respiration rauque de l'équipage et les chocs brutaux du métal. Le piège s'est refermé. Il ne reste qu'une issue. Démarrer ce moteur mort. 90 minutes. C'est le temps qui a séparé l'acier inerte de l'arrivée de l'avant-garde allemande. Le temps a perdu son abstraction pour devenir une grandeur tangible, écrasante. Il pèse sur les épaules plus lourdement que le blindage. L'air sent l'ozone, le brûlé et le métal brûlant. Une bataille d'usure impitoyable s'est engagée. 4 hommes exténués contre 45 tonnes de fer immobile. Une course d'ingénierie où la seule mise est la survie. Kravtsov retire d'un geste brusque sa lourde veste en toile. Le vent glacial d'octobre brûle instantanément son dos trempé de sueur froide. Le poste à souder sur le flanc droit, vite! Le pourvoyeur, râlant lourdement, traîne la bouteille de gaz massive dans l'argile détrempée. La valve siffle de manière menaçante. L'arc bleu aveuglant mord le châssis fissuré dans un crépitement sonore. Des gerbes d'étincelles incandescentes frappent son visage, brûlent le drap de sa vareuse déchirée, marquent ses joues creuses de petites brûlures noires. Kravtsov ne cille pas. La soudure, aveugle et grossière, est de travers, mais elle lie définitivement le métal disjoint. Souder dans de telles conditions viole toutes les tolérances techniques imaginables. La surchauffe rend l'acier de blindage fragile. Au premier choc sérieux, cette soudure risque de claquer comme du verre. Le commandant le sait. Il n'y a tout simplement pas d'autre choix. La poulie de tension arrachée, la roue massive guidant la chenille, gît inutilement dans la boue. Sa fixation d'origine a été déracinée. Apporte les ressorts à lame, ceux du camion fracassé. Cours, ordonne le lieutenant d'une voix rauque. 2 soldats traînent les lourdes plaques d'acier courbées d'un camion ZIS réformé. C'est un remplacement de fortune pour une pièce de précision. Ils frappent à grands coups de masse pour enfoncer les ressorts directement sous le balancier. Un coup, un grincement, un rebond sec. Le métal résonne de façon perçante, se répercutant en une douleur sourde dans les articulations. Les ampoules sanglantes sur les paumes éclatent l'une après l'autre. Le manche en bois glisse traîtreusement à cause du mélange de sueur et d'huile. Frappe plus juste. Le soldat serre les dents et frappe à nouveau. Le ressort s'encastre avec un grincement sauvage. La structure est primitive, mais elle peut supporter le poids énorme de la machine. Juste le temps d'un combat. Le pilote mécanicien Gromov mène sa propre guerre sous le châssis. L'espace entre la terre humide et la plaque de blindage inférieure est une fente étouffante de 40 cm.
La boue glaciale imbibe instantanément son uniforme. Au-dessus, la masse de plusieurs tonnes l'écrase de son ombre. Gromov ne peut même pas se tourner. Il visse les gros boulons de la flasque à l'aveugle, ne se fiant qu'à sa mémoire musculaire. La clé glisse, les pans des fixations sont usés. Un nouveau dérapage brutal. Ses articulations frappent le bord dentelé du blindage. Un morceau de peau reste sur le métal froid. Un sang sombre inonde le filetage. « Passe-moi la clé de 32 », parvient-il à articuler d'une voix étouffée. Le lieutenant glisse l'outil dans la fente sombre. Les doigts du mécanicien dérapent désespérément, son propre sang agissant comme un lubrifiant infâme. Il se mord la lèvre jusqu'au sang, s'appuie fermement contre un patin de chenille et force de tout son corps brisé, ignorant la douleur atroce de ses muscles contractés. Le métal grince. Le boulon tourne d'un demi-tour dans un crissement. Le filetage est définitivement foiré. Désormais, cette connexion vitale ne tient que par la friction et la boue séchée. La tension nerveuse est à son comble. La vibration du sol, causée par la colonne motorisée ennemie, se répercute dans les colonnes vertébrales. Il reste moins d'une demi-heure avant le contact visuel. On tend la chenille, vite! La chenille rompue gît dans l'ornière comme un serpent d'acier mort. Le poids d'un seul patin dépasse les 40 kilos. Il faut les rapprocher sans treuil, sans palan, à la seule force des barres à mine et des tendons humains. 3 tankistes pèsent sur les barres d'acier qui se courbent dangereusement. 1, 2, allez! Les patins rampent l'un vers l'autre avec une lenteur exaspérante. 1 centimètre, 1 millimètre. Les muscles craquent. La respiration devient un râle sanglant. La sueur âcre inonde les yeux. « Tiens bon, enfonce l'axe !» Gromov frappe de toutes ses forces. Le métal résiste. Un décalage critique se produit. « Relâche le côté gauche !» Les patins bougent dans un grincement. Un nouveau coup de masse dévastateur. Un fracas sonore. L'axe s'engage à moitié. Le coup suivant l'enfonce à sa place. La chenille est bouclée. Cela ne ressemble en rien à une réparation réglementaire. C'est un corps à corps brutal avec la matière. Les hommes sont vidés, leurs mains tremblent, leurs visages sont gris comme de la cendre. Sur leurs vêtements huileux, il n'y a plus un pouce de propre entre la boue, l'huile et le sang. Mais la boîte de vitesse du tracteur est en place. La poulie de tension est calée. La chenille est tendue. Kravtsov jette un coup d'œil à sa montre au verre fêlé. Dans la machine. Démarrage. Gromov se hisse jusqu'à la trappe. Son corps meurtri n'obéit presque plus. Il tombe lourdement au poste de pilotage. À l'intérieur, c'est un enfer de glace. Ses mains gelées trouvent par réflexe les leviers usés. Coupe-circuit mis. Arrivée de carburant ouverte. Ses doigts en sang pressent le bouton du démarreur. Le bloc diesel de 12 cylindres émet un hurlement laborieux. Le moteur tousse. Le démarreur électrique fait tourner les arbres d'acier avec une peine infinie. Rien. Un silence de mort. « Allez, réveille-toi! Allez !» Une autre tentative. Les batteries sont au seuil critique. Le clic du relais résonne comme un coup de fouet dans l'obscurité de la cabine. Le démarreur entraîne lentement le lourd vilebrequin. L'odeur âcre du gasoil brut remplit l'espace. Un choc métallique brusque. Un nuage de fumée noire s'échappe des pots d'échappement. Le moteur prend soudainement.
Une première explosion, puis une deuxième, une troisième. Le lourd diesel rugit d'une voix rauque. Le vrombissement sourd de 600 chevaux fait tressaillir la masse de 45 tonnes. Le fracas du moteur couvre instantanément le son de l'ennemi qui approche. La vibration du métal ranimé frappe les tankistes jusqu'à la plante des pieds. La machine respire à nouveau. Embrayage. Première. Gromov tire sur le levier. La nouvelle transmission émet un grincement terrifiant à déchirer les tympans. Les pignons du tracteur heurtent violemment les organes du char. Le métal hurle cette incompatibilité physique. Le char bondit. La masse d'acier s'arrache de son point mort. Les fixations artisanales gémissent, mais supportent le choc initial. « Ça tient !» expire le mécanicien en essuyant le sang de son front. L'aiguille du compte-tour grimpe nerveusement. Le fauve blindé rampe hors de l'ornière. L'attente de la mort est terminée. Devant, il n'y a plus que le travail, sale et lourd. La machine brise les troncs des jeunes bouleaux. Le moteur diesel tourne de manière irrégulière. Des nuages de fumée bleuâtre s'échappent des échappements. La transmission bricolée émet un hurlement métallique continu. Les pignons se rodent dans des conditions de surcharge sauvage. Le char débouche lentement à la lisière de la forêt. La boue se détache avec un bruit de succion des larges chenilles. Devant s'ouvre une route de campagne défoncée. Au détour d'un virage, surgissent des silhouettes grises. La reconnaissance motorisée allemande. 3 sidecars lourds avancent en formation serrée, les canons des mitrailleuses brillant dans le jour blafard. Les éclaireurs allemands réagissent avec un automatisme professionnel. Les conducteurs jettent les motos dans le fossé d'un mouvement synchrone. Les mitrailleurs se plaquent au sol et ouvrent instantanément un feu nourri. Une tempête de plomb s'abat sur le blindage frontal. Un tintement sonore et continu frappe les tympans de l'équipage. Les balles ricochent avec sifflement, arrachant des gerbes d'étincelles à l'acier. À l'intérieur, ce martèlement se transforme en un roulement de tambour assourdissant. La mort frappe méthodiquement chaque joint, cherche la moindre faiblesse. De la limaille tombe du plafond dans le cou des tankistes. « Reconnaissance, à droite, droit devant !» lance Kravtsov d'une voix sèche. « Obus explosif, chargé !» L'entraînement électrique de la tourelle est mort. Les batteries ont tout donné pour le démarrage. Seule la force humaine peut encore agir. L'acier de plusieurs tonnes ne supporte pas la précipitation. « À la main, tourne !» ordonne le commandant. Le tireur pèse de tout son corps sur le volant de pointage. La tourelle de 7 tonnes résiste. Le grincement des pignons non lubrifiés couvre un instant le crépitement des rafales extérieures. La poignée glisse dans ses paumes trempées de sueur. Chaque tour de volant est un calvaire. Le tireur respire bruyamment, ses muscles se pétrifient. La tourelle rampe vers la droite avec une lenteur atroce. Millimètre par millimètre. Les mitrailleurs allemands visent désormais les fentes de vision. Le plomb s'écrase contre les blocs de verre blindés. Des éclats microscopiques cinglent les visages des tankistes. Ils plissent les yeux, mais ne s'arrêtent pas. Prêt. Cible dans le réticule. Obus en chambre. Le bloc d'acier de la culasse claque lourdement. Feu! Le pied du tireur écrase la pédale. Le compartiment de combat est illuminé par un éclair jaune aveuglant. Le coup de tonnerre du canon de 76 mm frappe les tympans comme un marteau de forge. L'air se comprime brusquement
expulsant la poussière de tous les recoins. L'odeur âcre de la poudre brûlée emplit les poumons. Respirer devient un supplice. Le recul de plusieurs tonnes frappe le châssis. Le tube brûlant recule violemment. La structure artisanale encaisse le choc. Les pignons de tracteur hurlent sous la surcharge. Les ressorts de camions se courbent jusqu'à leurs limites. Le métal grince de manière perçante. On jurerait que tout va voler en éclats. Le char tressaille. La chenille gauche claque, mais tient miraculeusement. Les soudures de Kravtsov résistent. La structure gémit, mais elle vit. Au-delà du blindage, un enfer éphémère se déchaîne. L'obus percute le centre du groupe de motards. L'explosion déchire la terre et le métal. L'onde de choc balaie les hommes en capote grise comme des feuilles mortes. Les débris brûlants des motos volent dans toutes les directions. Des mottes de terre retombent sur le blindage en une pluie lourde. Explosif, chargé, prêt, feu. Le deuxième coup retentit 10 secondes plus tard. Un autre choc écrasant. Une autre gerbe de flammes. Le but tombe à gauche du premier cratère, fauchant les servants de la deuxième mitrailleuse. L'impact mélange la chair, la boue et le fer en une masse informe. Explosif, feu! Le troisième coup achève le travail. 30 secondes d'une tempête de feu absolue. Le groupe de reconnaissance a cessé d'exister. La lisière de la forêt n'est plus qu'une lande brûlée, criblée de cratères d'où s'élève une fumée noire. L'odeur du caoutchouc brûlé et de la chair calcinée rampe sur la terre labourée. À l'intérieur, un silence assourdissant s'installe, seulement troublé par le vrombissement du ventilateur qui tente d'extraire les gaz de poudre. Sur le plancher, 3 douilles de laiton brûlantes roulent avec un cliquetis métallique. L'équipage reste immobile, vidé. Leurs corps sont brisés par une fatigue sauvage. Leurs doigts sont en sang. Ils respirent l'air empoisonné. 4 hommes à peine vivants viennent de déchaîner une puissance dévastatrice. L'acier ranimé est devenu le prolongement de leur volonté. La machine a prouvé qu'elle vivait encore. Le piège s'est refermé, mais la proie a montré les crocs. Kravtsov se colle au périscope. Devant, il n'y a plus que fumée et terre déchirée. Mécanicien, première, plein gaz. On se replie dans les bois. Gromov tire les leviers. La transmission hurle à nouveau. Mais le char s'ébranle avec assurance, laissant derrière lui les débris fumants de l'ennemi. Le premier combat est terminé. Un long raid derrière les lignes commence. Le colosse d'acier de plusieurs tonnes s'enfonce dans l'épais massif de la forêt automnale. La soudure de fortune du châssis fendu a tenu bon lors du premier engagement. La structure déformée grince de manière stridente à chaque passage sur les racines noueuses des arbres séculaires, mais conserve sa poigne de fer. Le moteur tourne à des régimes de température critiques. Le lieutenant Kravtsov évalue froidement les restes de gasoil et le maigre stock d'obus lourds. Il prend la seule décision tactique valable dans ces conditions. Il n'y a plus de retraite possible vers les lignes amies. Le front a reculé irrévocablement loin vers l'ouest. Le char lourd met le cap à l'est, s'enfonçant profondément dans l'arrière-garde allemande. Un raid de partisans sans précédent commence pour cette forteresse blindée de 45 tonnes. L'équipage se transforme définitivement en un chasseur solitaire et impitoyable. Ce miracle d'ingénierie aux chenilles meurtries
est prête à prélever méthodiquement son tribut de sang. 2 heures plus tard, une patrouille de reconnaissance menée par l'Oberleutnant Weber débouche avec prudence sur une lisière dévastée. L'officier allemand saute de son transport de troupes et contemple en silence cette étendue brûlée et fumante. L'unité de motocyclistes renforcée a cessé d'exister en tant qu'unité de combat en exactement 30 secondes. Sur la terre humide, mêlée de sang, baies des cratères monstrueux. L'air est saturé d'une odeur lourde et nauséabonde de chair calcinée, d'huile moteur et de caoutchouc brûlé. Le métal tordu des motos fracassées crépite encore doucement sous l'effet de la chaleur résiduelle. Weber pose lentement un genou à terre, directement dans la boue sanglante. C'est un professionnel expérimenté. Il étudie attentivement les profondes empreintes dans le sol. La largeur de la chenille dépasse largement les 700 mm. La profondeur de l'ornière indique clairement le poids démesuré de la machine passée par ici. Visiblement, plus de 40 tonnes. Les gros éclats d'obus appartiennent sans aucun doute à un canon lourd de 76 mm. La doctrine offensive allemande vacille. Les troupes soviétiques en déroute dans ce secteur ne devraient tout simplement rien avoir de plus lourd que des chars légers d'appui d'infanterie. Weber sent physiquement la sueur froide couler sous le col de sa vareuse de drap. La réalisation le frappe de plein fouet. Une forteresse mobile, aveugle, d'une puissance de feu incroyable, circule en toute liberté sur leurs arrières non protégés. Cette force invisible commence à réduire méthodiquement et sans pitié les artères logistiques de la Wehrmacht en une poussière grise. Une colonne de ravitaillement de 12 camions lourds est anéantie sur une route forestière étroite en exactement 4 minutes. Les chauffeurs allemands n'ont même pas eu le temps d'ouvrir les portières de leur cabine en bois. Les obus explosifs ont pulvérisé les camions de munitions en minuscules échardes. Une réaction en chaîne instantanée d'explosion colossale s'est produite. Les chenilles d'acier ont froidement écrasé les restes de matériel et d'hommes dans la boue d'automne. Le monstre soviétique a simplement traversé la colonne, étiré comme un couteau chauffé à blanc, dans de la chair tendre. Le char ne s'est pas arrêté une seconde et s'est volatilisé dans l'épais brouillard du soir, ne laissant derrière lui qu'un long charnier de ferraille tordu. Une peur animale contamine les états-majors de l'arrière plus vite que la dysenterie. Les rumeurs sur un spectre blindé invulnérable paralysent instantanément la volonté des simples soldats. L'infanterie ordinaire refuse catégoriquement d'escorter les convois de transport sans l'appui direct de l'artillerie lourde. Le major Krebs se tient, tendu, au-dessus de la carte opérationnelle déployée dans le bunker protégé du quartier général de la division. Les croix rouges marquant les convois détruits se multiplient à une cadence mathématique effrayante. Ce n'est pas une résistance sporadique de soldats encerclés, c'est une extermination froide et systématique. Un char lourd isolé sectionne avec une précision chirurgicale les artères vitales de ravitaillement de l'armée en offensive. La puissante radio sur la table de l'opérateur de service crache continuellement des parasites. À travers les fortes interférences atmosphériques, perce la voix brisée et hystérique du commandant d'une énième colonne. Attaque surprise, carré 42. Il a surgi directement de la forêt épaisse. Nos obus perforants rebondissent simplement sur sa tourelle. Nous ne pouvons rien faire. Krebs repousse brutalement le radio et saisit le lourd microphone. Ici l'état-major de la division. Rapportez immédiatement la situation exacte. Quel est l'effectif ennemi? Il est seul. Un seul char. C'est un diable d'acier. Le blindage renvoie nos obus comme des petits pois. Les 3 premiers camions brûlent déjà. Je demande des canons anti-aériens de 88 mm. Pour l'amour de Dieu, vite!
Il tourne sa tourelle droit sur nous. Le haut-parleur explose soudain dans un grincement atroce, à glacer le sang, de métal broyé. Le char lourd de Kravtsov écrase froidement de ses larges chenilles le véhicule de commandement et sa station radio en direct. Le son écœurant des os qui se brisent, du verre qui éclate et de la tôle qui se déchire remplit le bunker silencieux de l'état-major. Puis vient un silence brutal, absolument sourd. Un silence de mort. La liaison est définitivement coupée. Krebs repose lentement le microphone noir sur la table de bois brut, comme en transe. Le visage de l'officier supérieur allemand devient gris cendré. Il vient de ressentir physiquement le souffle de la mort à travers les ondes radio invisibles. Il comprend enfin la véritable ampleur de la catastrophe imminente. Les canons anti-chars standards de 37 mm, massivement en service dans l'infanterie, sont absolument inutiles contre ce blindage monstrueusement épais. Leurs tirs dérisoires ne font qu'érafler la peinture verte et enrager davantage l'équipage meurtrier. L'ombre invulnérable continue sa moisson sanglante au rythme parfait d'un tueur mécanique. La machine de guerre allemande prend conscience, pour la première fois, de sa totale impuissance face à une bête solitaire, acculée, qui refuse catégoriquement de crever selon les règles. 2 longues et épuisantes semaines de traque ininterrompues. Exactement 14 raids de feu réussis, de jour comme de nuit. L'arrière allemand se transforme rapidement en un cauchemar visqueux et sanglant. Le char lourd soviétique se volatilise sans laisser de traces dans les massifs forestiers, agissant comme une immense ombre insaisissable. Les coups sont portés avec une précision chirurgicale, une cruauté extrême, sans le moindre signe de clémence. Lundi, une longue colonne de munitions d'artillerie part en fumée. Mercredi, les larges chenilles d'acier enfoncent dans la boue humide une batterie entière d'obusiers de campagne. Les servants n'ont même pas eu le temps de retirer les bâches, ni de mettre leurs pièces en batterie. Vendredi, c'est le bivouac nocturne d'une compagnie de chars légers qui s'embrase. La machine soviétique frappe à bout portant depuis ses embuscades forestières et décroche instantanément, ne laissant derrière elle que des carcasses fumantes et les corps déchiquetés des soldats. L'impuissance de la Wehrmacht atteint son paroxysme. Le commandement allemand, en panique, déploie depuis la ligne de front une division d'infanterie entière. Plus de 10 000 soldats armés ratissent méthodiquement les forêts denses d'automne à la recherche d'une seule et unique machine soviétique. Le cercle d'acier de la traque se resserre inexorablement chaque jour. À l'intérieur de la boîte métallique froide, le temps s'est arrêté. Une lourde claustrophobie pèse sur les esprits comme une presse invisible de plusieurs tonnes. L'espace du compartiment de combat exigu se réduit aux dimensions d'un cercueil de fer humide. L'air vicié est saturé de l'odeur âcre de la poudre, de la sueur rance et des vapeurs toxiques de gasoil. Respirer devient une douleur insupportable. Chaque inspiration convulsive cisaille les poumons comme du papier de verre. L'équipage du char survit bien au-delà des limites physiques extrêmes. Un sommeil normal s'est transformé depuis longtemps en de courtes et brutales pertes de connaissance au milieu du ronronnement monotone du moteur qui refroidit. La tension nerveuse vibre continuellement comme une corde trop tendue. Chaque craquement accidentel d'une branche brisée dans la forêt nocturne force les soldats à serrer convulsivement les poignées froides des mitrailleuses jusqu'à ce que leurs articulations blanchissent. Il ne reste plus que la moitié des munitions, croasse péniblement le chargeur. La voix du jeune soldat est définitivement brisée. Ses lèvres sèches sont gercées jusqu'au sang. Son visage est recouvert d'une croûte noire de suie huileuse. Économie stricte. Ne tirez que si vous êtes sûr de votre coup.
ménager les bandes de mitrailleuses jusqu'à la dernière cartouche, tranche sèchement le lieutenant Kravtsov, sans la moindre émotion superflue. Les maigres provisions sont épuisées depuis 3 jours. Ils boivent l'eau rouillée par petites gorgées à vide, directement au réservoir de secours, percé du système de refroidissement. Le liquide a un fort goût de métal brûlé et de mazout. Le froid cinglant d'octobre tire sans pitié les dernières miettes de chaleur des corps épuisés. Le métal gelé pompe la vie elle-même. Mais la lourde machine continue de ramper lentement vers l'avant. Cet assemblage de fortune, maintenu par des fils de fer, fait de pignons de tracteurs brisés et de vieux ressorts de camions, refuse catégoriquement de crever dans cette boue. Une nouvelle embuscade se prépare près d'un carrefour de vieilles routes de terre. L'attente tendue dure 8 heures éprouvantes. Le pilote mécanicien Gromov garde continuellement ses mains engourdies et écorchées sur les leviers de direction. Les larges muscles de son dos sont depuis longtemps saisis par une crampe douloureuse, dure comme la pierre. Ils arrivent, des citernes. Distance 800 mètres, rapporte sourdement le commandant, l'œil collé au périscope. 6 camions-citernes lourds, remplis d'essence d'aviation, rampent lentement dans l'ornière profonde. Ils sont escortés de près par 2 blindés à chenilles allemands. Les soldats, détendus, fument tranquillement, assis sur le blindage. « Mécaniciens, en avant, fonce, écrase-les tous !» La bête blindée brise les troncs des pins centenaires dans un rugissement assourdissant. Le char déboule sur la route avec l'inertie écrasante d'un éboulement. La transmission de fortune émet un sifflement sauvage sous la surcharge extrême du démarrage. La masse de plusieurs tonnes frappe de plein fouet le premier blindé allemand, en plein dans son flanc mince. Le fracas du métal qui se déchire couvre instantanément le hurlement forcé du diesel. L'engin adverse est simplement broyé en une galette informe sous les larges chenilles d'acier. Le char ne ralentit même pas sa course mortelle pendant l'éperonage. Feu! Une détonation tonitruante ébranle l'air. Le recul de la pièce lourde frappe violemment la carcasse disloquée de la machine. Les ressorts de fortune gémissent lamentablement sous le plancher. L'obus perforant traverse de part en part la première citerne ventrue. Une colonne de feu aveuglante jaillit instantanément vers le ciel gris. Une onde de choc monstrueuse projette des centaines de litres d'essence en flammes sur les camions voisins. Une réaction en chaîne fulgurante commence. Les chauffeurs ennemis brûlent vifs dans leurs cabines. Des hommes transformés en torches vivantes sautent sur le bas-côté dans une panique folle, mais tombent aussitôt sous le feu croisé de la mitrailleuse coaxiale. Le plomb fauche méthodiquement les silhouettes enflammées. Les douilles de laiton brûlantes tombent en un flux continu sur le plancher sale. Elles roulent sous les pieds de l'équipage, brûlant douloureusement les chevilles à travers la toile mince des bottes. La colonne de carburant ennemie est détruite en 40 secondes. Le char effectue un virage brusque qui déchire la terre gelée, soulevant d'épais nuages de poussière et de boue. « On décroche! Plat gaz !» La machine disparaît dans l'épais fourré forestier, bien avant que les renforts motorisés allemands n'arrivent sur les lieux. Il ne reste sur la route qu'une fumée noire âcre et des cendres qui refroidissent. Gromov laisse lourdement retomber sa tête sur le tableau de bord. Ses mains affaiblies sont prises de tremblements. La température du moteur est au seuil critique. La pression d'huile tombe à 0. Tiens le régime. Tiens bon de toutes tes forces. Nous devons encore parcourir 15 km avant l'aube. Interdiction absolue de s'arrêter. Ce n'est pas un bel exploit héroïque. C'est la besogne ingrate, monotone et épuisante d'un professionnel du front. Chaque mouvement brusque
à l'intérieur de la boîte de fer, provoque une douleur aiguë. La boue épaisse sur les visages a séché en un masque rigide. Mais l'énorme moteur diesel cogne lourdement, ses pistons martelant avec effort. La routine de la destruction absorbe entièrement l'équipage. L'ennemi doit saigner abondamment chaque jour. Un autre coup impitoyable sur les arrières de l'adversaire est inévitable. Un brouillard matinal gris pèse lourdement sur la route forestière détrempée. L'air est épais, saturé d'une bruine froide. L'équipage est au bout de ses capacités humaines. Leurs yeux pleurent à cause du manque de sommeil, de l'odeur de la poudre et des vapeurs de gasoil. Hier, à l'aube, ils sont tombés sur un hôpital de campagne soviétique dévasté dans un vallon reculé. 30 blessés graves pourrissent lentement sur la terre gelée. Ils n'ont plus rien. Les médicaments sont épuisés depuis une semaine. Pas de pansement propre, pas d'analgésique. L'odeur tenace de la gangrène s'est ancrée dans l'esprit du lieutenant Kravtsov. Ce relent douceâtre lui remonte dans le nasopharynx, couvrant même la puanteur de l'huile moteur. Ces hommes mutilés ont un besoin urgent d'antibiotiques. Il leur faut des sulfamides et de l'alcool. Sinon, d'ici demain matin, la moitié d'entre eux ne seront plus que des cadavres raidis. Le commandant sent le poids de leurs regards qui s'éteignent. Il est directement responsable de leur vie. Dans le périscope de la coupole, surgit lentement une cible idéale. Sur le chemin défoncé, avance une colonne de 5 camions bâchés. La peinture grise fraîche sur les ridelles tranche avec le décor morne de la forêt. Les bâches sont intactes. L'escorte semble minimale, presque dérisoire. Seuls 2 blindés légers à roues rampent, l'un devant, l'autre loin derrière le convoi. La distance se réduit rapidement à 600 mètres. Les véhicules allemands avancent d'un pas régulier, comme lors d'une parade. Le pilote mécanicien Gromov serre les leviers d'acier à en avoir mal. Son cerveau enfiévré tire la sonnette d'alarme. L'intuition du vétéran hurle au danger de mort. Chaque nerf est tendu à rompre. « Commandant, c'est un leurre. La peinture est trop propre. Les bâches sont mal tendues et ne pèsent pas sur les ressorts. Les camions circulent à vide. On nous attire en terrain découvert. Silence! Il pourrait y avoir des médicaments, répond Kravtsov d'une voix hachée, malgré la tension extrême qui le gagne. Camarade lieutenant, c'est la mort assurée. Une embuscade en règle. Un piège à con. On va crever ici dans cette boîte de fer. À l'hôpital, nos hommes meurent dans l'agonie. Ils n'ont aucune chance de voir l'hiver. On prend cette colonne de front. L'ordre est clair. Exécution. Le dilemme déchire le commandant. Le tankiste en lui est totalement d'accord avec le mécanicien. La colonne semble trop parfaite pour être vraie. L'appât est servi sur un plateau. Mais le devoir l'oblige à prendre le risque. Kravtsov mise la vie de ses 4 membres d'équipage pour l'espoir infime de sauver 30 fantassins qui se vident de leur sang. C'est un saut dans l'abîme, totalement conscient. Un va-tout cruel. Le lourd char soviétique surgit de la sapinière dans un grondement sourd. Le châssis bricolé grince de manière stridente à chaque secousse. Les engrenages de fortune émettent un hurlement suraigu. L'énorme masse d'acier brise les troncs des jeunes bouleaux et déboule à la lisière d'un large champ labouré. La distance tombe à 400 mètres. L'immense silhouette sombre de la machine est maintenant exposée comme sur la paume de la main. C'est une cible parfaite sur fond de ciel automnal.
Obus explosif. Sur le véhicule de tête. Chargé, vite. Obus en chambre. Prêt. À cet instant précis, le ressort de l'embuscade allemande se détend brutalement. Les bâches des camions sont instantanément rejetées. Dans les plateaux, il n'y a aucune caisse de médicaments, seulement des montagnes de sable et de lourds sacs de terre. L'appât a fonctionné. La forêt dense sur le côté opposé du champ s'embrase soudain de dizaines de lueurs jaunes. Le commandement allemand a concentré ici une réserve puissante. Des batteries anti-chars camouflées et des chars moyens ouvrent simultanément un feu de barrage nourri depuis 3 directions. Le piège se referme dans un fracas assourdissant. « Feu !» hurle Kravtsov avec rage. Le pointeur frappe de toutes ses forces la pédale de tir. Le lourd canon de 76 mm crache une longue gerbe de flammes. À cette fraction de seconde précise, un coup adverse dévastateur se produit. Un obus perforant de 75 mm percute de plein fouet le flanc droit du char soviétique dans un hurlement sauvage. Le temps cesse d'exister. Le fracas du tir se fond avec le tintement monstrueux du blindage qui cède. L'espace exigu du compartiment de combat se transforme instantanément en un enfer sanglant. Un choc d'une force destructrice inouïe projette brutalement l'équipage loin des instruments. Du plafond s'abat une pluie dense d'éclats métalliques tranchants. Des fragments brûlants ricochent avec un sifflement immonde contre les parois d'acier. En quelques secondes, la cabine se remplit d'une fumée blanche étouffante et d'une odeur acide d'explosifs. Il n'y a plus rien à respirer. Les tympans se déchirent sous l'effet de la variation de pression. Un sang chaud et collant coule sur le menton sale de Gromov. La lumière s'éteint. Le circuit électrique est sectionné. Dans l'obscurité absolue, on n'entend plus que la toux saccadée du chargeur blessé et le grincement du métal qui se déchire. Le char immense rampe encore sur quelques dizaines de mètres par une inertie monstrueuse avant de planter son nez dans un profond cratère. Le moteur diesel commence à s'étouffer dans un râle d'agonie. Les rôles ont changé. Le chasseur invulnérable s'est transformé en une proie mutilée, perdant son huile brûlante. À l'extérieur, les obus frappent continuellement. Les artilleurs ennemis pilonnent méthodiquement la cible immobile. Gromov tente à tâtons de saisir les leviers glissants. Ses mains refusent d'obéir. Son épaule gauche est transpercée par un éclat brûlant. Le drap rêche de sa vareuse se détrempe à une vitesse incroyable. « Marche arrière! Tire la machine vers la forêt !» croasse Kravtsov dans l'obscurité étouffante. Le mécanicien blessé tire le levier de toutes ses forces. La transmission artisanale émet un craquement sinistre. Les boulons sectionnés volent sur le plancher comme des balles. La structure improvisée ne résiste pas. La forteresse d'acier reste bloquée dans la boue sous le feu croisé des canons ennemis. Le piège a refermé ses mâchoires. Le vacarme est brisé par un nouveau choc assourdissant. Un autre obus perforant transperce la soudure affaiblie du flanc gauche. Un morceau de métal incandescent entre avec un sifflement strident dans le compartiment de transmission. La plateforme de fortune s'effondre définitivement. Le châssis de tracteur vole en éclats. La lourde chenille se rompt dans un craquement sec et glisse sans vie dans le cratère. Le char accuse une forte gîte. La masse de plusieurs tonnes tressaille sous le choc. Le moteur s'étouffe dans une fumée épaisse et se tait pour toujours. L'agonie de la machine commence. Les mécanismes internes ne résistent pas. Le bloc de la transmission principale, pesant 300 kilos, s'effondre dans un grincement immonde, arraché de ses fixations. Il broie les cloisons internes. Le lieutenant Kravtsov
n'a pas le temps de retirer ses jambes. L'engrenage massif lui écrase impitoyablement les tibias contre le plancher d'acier. Un craquement net d'os qui se brise retentit. Kravtsov lâche un rugissement sourd entre ses dents serrées. Aucun appel à l'aide, juste le râle d'un commandant écrasé vif par le métal froid. Le sang chaud imbibe rapidement son pantalon et se mélange à la boue glacée. La douleur transperce son corps, consumant sa conscience. Le char est devenu une cible immobile et aveugle. Les artilleurs allemands fusillent l'objectif. Chaque nouvel impact se répercute par une violente secousse à l'intérieur. Le blindage résonne de manière stridente. Ce tintement continu rend fou. Il chasse l'air des poumons. Une fumée âcre sature le compartiment. La gorge est brûlée par les gaz toxiques. Le grincement du métal se mêle à la toux rauque de l'équipage commotionné. C'est un espace clos, débordant de douleur et d'acier mort. Mais le refus absolu de se rendre maintient ses hommes brisés sur la brèche. Kravtsov sent l'hémorragie. Ses jambes sont broyées sous la masse inerte. Mais ses mains bougent encore. Ses mains peuvent continuer le combat. Un obus. Donne-moi un obus de réserve, siffle le commandant. Le chargeur blessé tâtonne dans le casier vide. Il trouve le dernier coup lourd. Il le passe au commandant. Kravtsov saisit la douille glissante. Le poids de la munition tire son corps mutilé vers le bas. La culasse du canon est coincée. Le bloc d'acier est bloqué à mi-course. Le commandant s'appuie de la poitrine contre la culasse. Le sang de sa joue goutte sur le mécanisme. Il frappe le verrou du poing. Le métal claque. L'obturateur recule à contre-cœur. Kravtsov pousse l'obus dans la gueule noire du tube. La douille entre difficilement. La culasse est déformée. « Ça ne rentre pas !» râle le chargeur. « Donne le refouloir !» Kravtsov prend la lourde tige d'acier. Il frappe le culot de la douille coincée. Un coup. Un autre. Le métal résonne. L'obus avance de quelques millimètres, puis se bloque dans le tube faussé. Frappe avec la masse. Le chargeur assène un coup de masse assourdissant sur le culot de laiton. Des étincelles volent dans l'obscurité. Le risque de détonation immédiate est total. Il n'y a pas d'autre choix. L'obus s'insère enfin dans un grincement immonde. Le bloc de culasse se referme. Le verrou s'enclenche. Le canon est prêt. Les chars ennemis arrivent au contact. La distance s'amenuise, tombant à 200 mètres. Leur silhouette se découpe nettement à travers la fumée dans les épiscopes fêlés. L'adversaire s'apprête à porter le coup de grâce à bout portant. Pulvériser le char en panne, le réduire en miettes. Canon bas! Dépression maximale! Le tireur dévisage le chef de char, incrédule. Dans le sol! Abaisse le tube dans la terre! Ordonne Kravtsov. Le mécanisme de pointage en hauteur gémit sous l'effort. Le long tube du canon s'abaisse lentement, braquant sa mire invisible droit dans la boue labourée devant l'engin. Le chef prend une décision désespérée. Percer le blindage des Allemands qui avancent est impossible. Il lui faut une zone d'ombre. Gagner quelques secondes. Feu! Kravtsov frappe lui-même du poing la détente mécanique. Le char tressaille sous la violence de la déflagration. Le coup désespéré s'enfonce dans la terre détrempée à 10 mètres devant le glacier. L'obus explosif détonne dans la boue profonde. L'onde de choc soulève des tonnes de terre gelée et de caillasse. Un rideau impénétrable de fumée et de fange occulte instantanément l'engin estropié aux optiques ennemies. Un nuage compact de terre s'abat sur le blindage frontal dans un martèlement sourd. Les tireurs allemands sont aveuglés.
Le feu des canons adverses perd sa précision. Les obus sifflent et se perdent dans le vide. À l'intérieur du char agonisant, un silence bref et pesant s'installe. Le voile épais de boue, soulevé par l'explosion, recouvre le blindage frontal déformé. L'air se change instantanément en une masse grise, impénétrable et suffocante. Des mottes de terre gelée tambourinent contre la tourelle d'acier comme une poignée de cailloux jetés avec force. La fumée ronge impitoyablement les yeux larmoyants. Respirer devient physiquement impossible. Le chargement épuisant des lourdes munitions encartouchées dans l'obscurité totale du compartiment de combat achève de consumer les derniers restes de forces humaines. Les doigts du pourvoyeur commotionné ne sont plus qu'un amas sanglant de chair à vif. Il tâtonne aveuglément dans le râtelier vide. Le métal froid des douilles en laiton glisse traîtreusement entre ses paumes moites et tremblantes. Les obus coincés pèsent une éternité. Plus de 20 kilos de mort qu'il faut soulever à bout de bras dans l'exiguïté de l'habitacle. Chaque mouvement brusque déclenche une douleur aiguë et lancinante dans les fibres musculaires déchirées du dos. Le combat acharné vide la vie goutte à goutte. L'équipage opère par pur instinct de survie, aveugle. La conscience est éteinte. Il ne reste que la mémoire musculaire et un automatisme professionnel rigide. Derrière le mur de boue, les tankistes allemands perdent brutalement le contact visuel. La terre humide en suspension sature les optiques Zeiss. Le feu des canons ennemis se tait pendant quelques secondes, longues et vibrantes. Cette brève rupture dans le rythme du tir offre une chance unique, une infime fenêtre d'opportunité tactique. « Arrière, recule vers la forêt !» râle sourdement Kravtsov, écrasé. Ses jambes broyées brûlent d'un feu d'enfer sous le poids écrasant du bloc de transmission effondré. La moitié inférieure de son corps est saturée de sang chaud. Gromov crispe ses doigts blanchis sur les leviers de direction en acier froid. Ses bras sont couverts jusqu'au coude de son propre sang poisseux. Son épaule gauche blessée refuse de répondre. Le drap de sa vareuse est trempé de part en part. Le pilote mécanicien pousse un grognement sourd, animal. Il tire l'embrayage latéral droit vers lui de tout le poids de son corps brisé. L'engin mutilé tressaille violemment. Le moteur s'étouffe dans une épaisse fumée de poudre. La chenille gauche rompue finit par dérailler des galets de roulement dans un fracas sinistre. Les galets tournent à vide sur le sol gelé dans un crissement strident. Le char tente de ramper vers l'ombre salvatrice des arbres épais sur sa seule chenille droite intacte. Le châssis bricolé hurle sauvagement. Le métal déchiré frotte violemment contre le métal. L'ennemi tire à l'aveugle, au jugé. À travers la poussière qui retombe lentement, un obus perforant égaré arrive. Le projectile d'acier, chargé d'une énergie cinétique monstrueuse, frappe précisément la jointure affaiblie de la plaque de blindage frontale inférieure. L'épais acier forgé éclate dans un tintement assourdissant, à rendre fou. Ce son fait perdre l'ouïe à jamais. Une gerbe d'éclats chauffés à blanc s'engouffre dans l'étroit compartiment de pilotage. Le temps se fige. Un morceau de blindage déchiqueté et dentelé, de la taille d'un poing massif, transperce la poitrine de Gromov. Le pilote mécanicien est secoué d'un spasme violent. Sa prise mortelle sur les leviers d'acier se relâche. Son corps inerte s'affaisse lourdement sur le côté. Sa tête, protégée par le serre-tête en cuir, cogne sourdement contre le tableau de bord fracassé. Un jet de sang écarlate, dense et pulsatile, inonde instantanément les cadrans de verre brisés du contour. Gromov tente désespérément d'inspirer convulsivement.
De ses poumons perforés ne s'échappe qu'un râle sanglant, humide et gargouillant. Il glisse lentement vers le bas, dans une mare sombre et huileuse sur le plancher d'acier strié. Le sacrifice est consommé. Le moteur diesel mutilé pousse un dernier gémissement métallique déchirant. Les énormes pistons d'acier s'immobilisent. Le compartiment moteur s'enveloppe d'une épaisse fumée noire et âcre. L'engin pesant est définitivement mort. La plateforme est totalement détruite. Mais l'ennemi ne le voit pas. Derrière le rideau de fumée, les chefs de chars allemands observent une scène radicalement différente, terrifiante. Un énorme char soviétique anguleux riposte par un feu sauvage, soulève un rideau de terre impénétrable et hurle de façon sinistre sous le déchirement du métal de son train de roulement. Cette forteresse d'acier pataude a dévoré leurs avant-postes, écrasé leurs colonnes de ravitaillement dans la boue et refuse désormais catégoriquement de crever sous un pilonnage direct et concentré à bout portant. Le seuil de résistance psychologique des équipages allemands est franchi. Ils ont devant eux une folie absolue, illogique. Sur les ondes, une série d'ordres brefs, aboyés et paniqués, retentit. Les blindés allemands commencent à reculer lentement, avec hésitation. Ils battent en retraite. Aveuglés par les explosions proches, paralysés par une peur primordiale devant ce monstre rugissant et ensanglanté. Le lourd fracas des chenilles ennemies se dissipe peu à peu dans l'humidité de la forêt. La puissante armada abandonne sa cible suppliciée, mais jamais soumise. C'est la retraite aveugle de l'ennemi devant la force de l'acier mort. La fumée épaisse se dissipe à regret sur le champ de bataille labouré. Le piège se vide. À l'intérieur de l'engin soviétique fracassé et fumant, un silence effroyable et pesant s'installe. Le fracas furieux des canons de chars cède la place à un vide mortel. Kravtsov gît immobile sur le métal froid et sale. La moitié inférieure de son corps est totalement anesthésiée par le choc traumatique et une perte de sang catastrophique. Un vide intérieur absolu submerge son esprit enfiévré comme une vague glacée. Le chef de char fixe les ténèbres noires de la tourelle calcinée. Il entend distinctement le goutte à goutte lourd et rythmé du sang épais. Goutte après goutte, il s'écrase sur le plancher de fer. Un son cadencé, indifférent. À côté, le mécanicien agonisant râle de façon atroce. En pleine agonie, Gromov gratte le plancher d'acier strié de ses ongles ensanglantés et cassés. Il tente de tourner la tête, d'adresser un mot à son chef. Mais seule une épaisse mousse rose s'échappe de sa bouche. Kravtsov, au prix d'un effort immense, tend sa main faiblissante vers le bas. Les doigts du chef de char tâtonnent dans l'obscurité et trouvent l'épaule froide et tressautante de son fidèle ami. Il la serre, fort, fermement, lui transmettant ses derniers lambeaux de chaleur. Gromov expire lourdement et s'éteint pour toujours. Ses yeux ouverts se vitrifient, figeant à jamais la lueur grise et terne qui filtre à travers le blindage frontal percé. Le silence dans le char déchiqueté devient absolu. Ce silence de mort n'est troublé que par le craquement métallique sec et vif du tube du canon qui refroidit rapidement. Le métal surchauffé au combat rend lentement sa chaleur à l'air froid d'octobre. L'énorme char pesant refroidit en même temps que son équipage mort. Plus de cris,
Plus d'ordre. Plus de ruées furieuses vers l'avant. La ligne de défense a été tenue, au prix exorbitant de vies humaines. Le prix du sang a été payé en totalité. La boue, la chair humaine et l'acier forgé ont fusionné. Un froid glacial envahit lentement le compartiment de combat dévasté, figeant à jamais les corps brisés et le fer déchiré. Le chasseur blindé solitaire n'est plus qu'un tas immobile de métal percé. Le combat est terminé. L'odeur âcre et suffocante du phénol et de l'alcool bon marché frappe violemment les narines. Le plafond de plâtre blanc, parcouru d'un réseau de fines fissures, émerge lentement du voile trouble d'un lourd délire anesthésique. Le lieutenant Kravtsov ouvre avec une peine immense ses yeux enfiévrés. Le silence sourd et visqueux de l'hôpital de l'arrière pèse sur ses tympans endommagés bien plus lourdement qu'un pilonnage d'artillerie directe. Sous la fine couverture de drap délavé, il sent un vide lancinant. Ses deux jambes ont été amputées juste sous le genou par les chirurgiens de campagne. Les os broyés par un pignon de plusieurs tonnes effondré, la perte de sang critique et la gangrène foudroyante n'ont laissé aucun autre choix aux médecins militaires. C'est le prix sec et irréversible pour avoir tenu une ligne forestière anonyme. Kravtsov ne gémit pas. Il ne réclame pas d'analgésique. Il fixe en silence, sans scier, les murs de plâtre nus de la chambrée. Des douleurs fantômes déchirent continuellement des muscles inexistants, le forçant à crisper convulsivement ses ongles sales et cassés dans les draps rêches de l'administration. Assise près du lit de fer grinçant, le commandant Sokolova attend. Son visage est d'un gris absolu, profondément marqué par les rides dures d'un manque de sommeil chronique propre au front. Sur le col délavé de sa vieille vareuse de drap, les barrettes d'émail usées brillent d'un éclat terne. Elle pose lentement une mince chemise cartonnée sur la table de chevet en bois écaillé. C'est le choc brutal entre la réalité des bureaux et la cruelle vérité des tranchées. La logique bureaucratique militaire habituelle vole en éclats. Il n'y aura pas de peloton d'exécution pour désobéissance à un ordre direct. L'ordre de destruction obligatoire de l'engin expérimental en panne a été officiellement annulé, avec effet rétroactif, par le haut commandement du front. Les éclaireurs de l'infanterie, qui ont miraculeusement extrait le chef de char mutilé et exsangue de son cercueil d'acier fracassé, ont eu le temps de transmettre à l'état-major les feuilles froissées et saturées de mazout provenant de sa sacoche d'officier. Les plans inestimables des modifications artisanales. Les schémas de l'accouplement impossible entre une transmission de tracteur et un châssis de char lourd ont été conservés pour étude. Ton pilote mécanicien est resté sur ce champ, lâche sèchement Sokolova, évitant soigneusement de croiser le regard du lieutenant. Le soldat Gromov est mort. L'engin a presque entièrement brûlé. Mais votre raid solitaire nous a fait gagner exactement 2 semaines. 2 semaines inestimables, payées de votre sang, pour le transfert d'urgence des réserves sibériennes fraîches. Tes plans maculés sont déjà partis par vol spécial direct pour un bureau d'études moscovite. L'exploit de ton équipage est officiellement reconnu. Le commandement a salué la résilience stupéfiante de la plateforme. Ces mots justes sur le noble exploit du soldat ne sont plus qu'un bruit creux et dénué de sens. Les formules administratives ne rendront jamais ses camarades déchiquetés par les obus. Une boule amère et suffocante monte instantanément à la gorge sèche de Kravtsov. Dans ses oreilles commotionnées résonne encore, de façon obsédante,
le râle d'agonie humide et gargouillant de son fidèle pilote. La reconnaissance officielle de l'État sent la chair humaine brûlée et l'encre d'imprimerie des ordres nouveaux. Le chef de char, les mâchoires serrées jusqu'au craquement, se détourne en silence vers le mur froid. Ce silence sécurisant de l'arrière tue lentement, méthodiquement, déchirant sans pitié son âme calcinée. La nouvelle amère enveloppe sa conscience d'une toile d'araignée poisseuse et impénétrable. Au même moment, à des centaines de kilomètres à l'ouest, un poing massif, ganté de cuir noir, craquant, s'abat avec une violence inouïe sur une table de chêne massive. Le général allemand von Stein jette avec fureur sur le plateau poli une épaisse liasse de photographies noir et blanc floues. Les clichés militaires granuleux montrent en détail la carcasse mutilée du monstre soviétique, éventré par une explosion interne. Une commission spéciale d'ingénieurs de la Wehrmacht a fouillé pendant 3 longs jours les débris refroidis, recouverts d'une épaisse couche de suie grasse. Le rapport technique final transpire une terreur animale, brute et manifeste. Les ingénieurs allemands ont désossé l'engin lourd, vis par vis. Ils ont vu de leurs propres yeux la poulie de tension arrachée, grossièrement étayée par des ressorts rouillés provenant d'un camion civil réformé. Ils ont prouvé les morceaux déchiquetés d'une boîte de vitesse étrangère, totalement incompatible, issue d'un tracteur d'artillerie détruit. Du métal tordu et surchauffé, maintenu par des soudures artisanales éclatées, réalisées à même la boue du champ de bataille. Les analystes de l'état-major allemand réalisent, avec un frisson physique croissant, un fait incroyable qui paralyse leur volonté. Leurs colonnes motorisées, tant vantées, leurs compagnies de chars d'élite et leurs batteries d'artillerie à longue portée ont été méthodiquement réduites en une poussière sanglante par un tas de ferraille moribond, bricolé à la hâte. Ce bâtard artisanal, aveugle et pissant l'huile sans arrêt, a réussi à paralyser la logistique d'une division d'infanterie entière. Von Stein saisit un stylo plume de prix de ses doigts de vieillard tremblant. Ayant congédié tous ses secrétaires, il rédige personnellement un rapport secret d'urgence destiné au grand quartier général à Berlin. Une écriture gothique stricte et parfaitement régulière s'aligne sur le papier blanc épais. Dans ce document bref et sec, il ne reste plus une goutte de l'arrogance habituelle. N'y subsiste que la peur froide, dure et calculée d'un analyste militaire. Le général rend compte sans détour d'une confrontation avec un concept révolutionnaire d'emploi des blindés lourds. Sans fioritures idéologiques, il souligne la ténacité fanatique des soldats soviétiques qui défie toute logique humaine normale. L'équipage encerclé aurait dû s'aborder son matériel en panne et se replier rapidement à pied. Au lieu de cela, ils ont dompté avec brutalité un tas de métal mort, l'ont transformé en une pièce d'artillerie mobile autonome de destruction massive et se sont lancés dans une contre-attaque désespérée. Cette action brise net toutes les doctrines classiques de l'offensive éclair. L'ennemi analyse scrupuleusement, au millimètre près, l'épaisseur des plaques de blindage percées. Ils mesurent avec soin le calibre du canon de 76 mm fracassé. Et le haut commandement allemand est frappé par une compréhension glaciale et funeste de la catastrophe à venir. Ce monstre artisanal cauchemardesque dans la forêt d'automne n'est pas une anomalie tactique fortuite. C'est un présage inéluctable. L'ennemi comprend avec effroi que cet engin mutilé
n'était qu'un prototype brut, largement arrosé de sang, de l'horreur future. Si des ingénieurs soviétiques et de simples conducteurs de tracteurs sont capables de créer des machines de destruction aussi incroyablement efficaces dans la boue impénétrable des forêts, armés seulement de masses, de leviers et de leur propre fureur absolue, alors qu'adviendra-t-il par la suite? Le silence de mort des bureaux de l'état-major de la Wehrmacht semble soudain assourdissant au vieux général. Il sent presque physiquement, à même la peau, comment loin à l'est, derrière les froides montagnes de l'Oural, une menace réelle et fatale s'éveille à toute allure. Le silence sourd et mélancolique de la chambrée d'hôpital soviétique, où gît le lieutenant mutilé, est soudain rompu par le fracas cruel, implacable et envahissant des halls industriels. Ce son lourd et rythmé s'amplifie à chaque seconde. Il emplit tout l'espace disponible. De lourdes presses d'acier de 1000 tonnes martèlent un nouveau blindage invulnérable par des coups dévastateurs. L'acier liquide, chauffé à blanc, siffle agressivement dans d'immenses bacs d'huile. Des gerbes d'étincelles blanches et aveuglantes jaillissent continuellement des puissantes machines à souder automatiques, soudant à jamais les plaques de blindage monolithiques. Le front de papier est franchi. L'ère de l'acier commence. Moscou, dans le froid de l'hiver 1942. L'arrière profond, hors de portée de la Luftwaffe. Les lourdes portes en chêne du bureau d'études secrets sont verrouillées de l'intérieur. Le triomphe de l'ingénierie se forge dans le silence absolu et vibrant d'un vaste bureau imprégné d'une fumée de cigarettes âcre. Le capitaine Kravtsov est lourdement assis dans un fauteuil roulant réglementaire. Ses prothèses médicales en bois s'appuient fermement sur le parquet ciré. Il étale méthodiquement sur la large table polie des feuilles de papier millimétrées, froissées et criblées de petits éclats. Les schémas sont maculés du sang séché et noirci du mécanicien Gromov. Le papier est imprégné de l'odeur tenace d'huile de vidange, de gasoil et de résidus de poudre. Les ingénieurs en chef de cet immense pays, concepteurs de coques blindées et de tourelles, se penchent en silence sur ces documents terribles. D'une voix sèche et brisée, Kravtsov dicte l'expérience inestimable de la survie au combat. Il explique méthodiquement la physique de l'absolument impossible. Il détaille chaque élément clé du blindage de fortune réalisé sur le terrain. Il rend compte des limites de résistance des ressorts de camions arrachés, enfoncés à coups de masse sous la poulie de tension. Il décrit les températures critiques du moteur diesel en surchauffe et le comportement imprévisible d'une chenille rompue. La science académique des bureaux, bâtie à l'origine sur des tolérances d'usine idéales, recule brutalement devant la pratique des tranchées, sanglantes et boueuses. Les ingénieurs notent scrupuleusement, jusqu'à la dernière virgule, chaque mot de l'officier brisé. Pas de long débat, pas de doute. Seulement la consignation rigoureuse de faits irréfutables. Ce raid solitaire de partisans, mené par un engin condamné, change totalement et à jamais la perception établie des limites d'emploi du blindage lourd en conditions d'isolement total. L'expérience sanglante de l'équipage devient une nouvelle loi incontestée. Les vieilles instructions tactiques d'avant-guerre sont immédiatement jetées au fourneau de l'usine. Des règlements de combat radicalement nouveaux sont élaborés. Les règles de survie des unités mécanisées sont réécrites, strictement, pragmatiquement, sans la moindre trace d'illusion, sur une victoire rapide et facile. L'engin blindé a l'obligation de continuer le feu, même en cas de destruction totale de ses organes de roulement réglementaires. L'équipage
est tenu de trouver des solutions d'ingénierie non conventionnelles sous le feu direct de l'ennemi. La mort n'est plus une excuse valable pour l'échec d'une mission de combat. L'État lance une chaîne industrielle impitoyable et ininterrompue. D'immenses usines évacuées derrière l'Oural glacial commencent la production de masse, jour et nuit, d'un nouveau blindage. Des presses d'acier de 1000 tonnes frappent de manière monotone dans un fracas sismique dévastateur. De lourdes gouttes de métal chauffé à blanc transpercent les épais planchers de béton des fonderies. Les ouvriers ne quittent pas leur tour pendant des jours, s'évanouissant d'épuisement physique extrême. De ce mélange sauvage de sueur humaine, de froid mordant et d'acier liquide, naissent de nouveaux engins de rupture, bien plus perfectionnés. L'acier du glacis s'épaissit encore. Les calibres des canons de chars passent au destructeur 122 mm. La fiabilité des transmissions massives est décuplée. Les mécanismes apprennent à endurer des surcharges extrêmes. Mais dans le cœur mécanique de chaque nouveau char lourd sortant de la chaîne est gravé à jamais ce prototype forestier brisé, assemblé avec des pièces de tracteur rouillées. Printemps 1945. Les rues étroites de Berlin vaincues, réduites en une fine poussière grise. L'air est saturé de gravats de ciment âcre, de poussière de briques et de l'odeur douceâtre et suffocante de la cordite brûlée. Les larges chenilles d'acier des chars lourds broient avec indifférence, dans un craquement sec, les débris du pavé impérial et les armes allemandes abandonnées. Une colonne d'engins calcinés, martelée par des obus de gros calibre, coupe ses puissants moteurs au pied même des marches du Reichstag, dévastées et couvertes de suie. Les vétérans descendent lourdement sur le sol jonché de gravats. Leurs visages sont recouverts d'une croûte épaisse et indélébile de suie noire et d'huile d'armement incrustée. Leurs yeux sont caves et injectés de sang à cause de jours de tension continue à traquer des cibles camouflées. Les tankistes sortent en silence leurs gourdes de fer cabossées. Ils boivent l'alcool brûlant en silence, sans trinquer. Pas de belles paroles lyriques sur la grande victoire. La guerre est une besogne trop sale, sanglante et épuisante pour les grands discours. Officiers et simples mécaniciens rendent un salut militaire bref et d'une rigueur absolue. Ils saluent le capitaine Kravtsov, brisé et mutilé, resté à jamais dans un hôpital de l'arrière. Ils se souviennent en silence du sacrifice terrible du soldat Gromov, déchiqueté par un obus perforant allemand. L'exploit personnel et désespéré d'un petit équipage ayant accepté la mort au mépris d'un ordre direct est devenu le socle de granit sur lequel repose aujourd'hui cette puissance d'acier colossale et irrésistible. Mais le souvenir de ce prix exorbitant remonte inévitablement le temps. L'été brûlant de 1943, le saillant de Koursk, la steppe infinie, jaune et calcinée par un soleil impitoyable. L'adversaire a massé sur ce secteur étroit du front ses meilleures armadas blindées. L'attente pesante d'un carnage imminent rend littéralement les hommes fous. L'air tremble légèrement dans le réticule des optiques sous l'effet de la chaleur intense. Les nerfs sont tendus jusqu'au point de rupture physique. Et à cet instant précis, un ordre bref retentit. Dissimulés dans de profonds encuvements de terre, des milliers d'engins blindés mobiles ferment simultanément les circuits électriques de leurs puissants démarreurs. Les lourds volants d'inertie se mettent en mouvement. Les moteurs diesel à 12 cylindres s'embrasent d'un coup dans un rugissement furieux, primordial. La terre se met à trembler violemment. Une vibration monstrueuse et omniprésente frappe les tympans, expulsant brutalement tout l'oxygène des poumons. Un ouragan de feu est prêt à s'abattre sur les lignes d'assaut ennemies
pour les réduire en une poussière sanglante. Ce démarrage massif et synchrone de milliers de moteurs de chars lourds déchire l'espace lui-même. Il ne résonne pas comme le début triomphal d'une nouvelle bataille grandiose. Il résonne comme l'écho direct, tonitruant, amplifié 1000 fois, de ce coup de canon solitaire et désespéré dans la forêt d'automne gelée de 1941. Ce tir partit d'une culasse fracassée, droit dans la boue devant le glacis. Ce tir qui a catégoriquement refusé de s'avouer vaincu. Le fracas s'amplifie sans cesse. Le métal froid cliquette agressivement. L'avalanche d'acier s'ébranle. Le son de milliers de pistons et de chenilles en mouvement se mue finalement en un rugissement continu, écrasant et sourd, d'une puissance absolument dévastatrice.